Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 6 mètres. Nous sommes mardi, c'est l'heure du foot sur Noix, toute l'actualité du ballon rond en Nouvelle-Aquitaine, même parfois un peu au-delà. Décortiqué sur ce plateau, deux spécialistes ce soir. Frédéric Larry, le rédacteur en chef du service des sports de Sud-Ouest. Salut Fred, merci d'être avec nous ce soir à vos côtés. Christophe Hutto, l'agent le plus célèbre de la Nouvelle-Aquitaine et même peut-être de l'Ouest. Agent de joueur évidemment, Christophe Hutto, et notamment du Landais Gaëtan Laborde. Salut Christophe, merci d'être avec nous ce soir. Très chic Christophe Hutto ce soir. Voici les thèmes de cette émission du mardi 2 mars. Bordeaux, Paris Saint-Germain, demain soir, mercredi. Un match capital pour les Girondins en pleine crise. Le coup de gueule de Laurent Koscielny, le capitaine bordelais avant le match contre Metz, a-t-il servi à quelque chose? Non. Évidemment, en termes de résultats, vous allez en parler. Le retour des Ultras à l'extérieur du stade de Bordeaux, certes, mais toujours déterminés et remontés contre le président Frédéric Longuepé. Finiront-ils comme à Marseille par obtenir gain de cause? Vous allez tout nous dire. On parlera également D1 féminine. Bordeaux écrase Le Havre, Soyo résiste bien à Lyon, mes pères. Est-ce que ce championnat n'est pas un peu trop déséquilibré, messieurs? Commençons par la Ligue 1 et donc cette mauvaise série qui s'éternise pour les Girondins. Nouvelle défaite, c'est la 5e, avec un nul lors des 6 dernières journées. C'était face à Metz. Défaite cruelle, comme l'a dit Jean-Luc Gasset, ou logique, Christophe Hutto? Ou les deux? Sur la physionomie de la rencontre, elle est, j'ai envie de dire, logique. Alors certes, un exploit sur un malentendu, tu peux le gagner également ce match, mais n'oublions pas la prestation de très haut niveau de Benoît Costil, parce que si tu n'as pas Benoît qui réalise encore 3 ou 4 arrêts de classe mondiale, tu te retrouves bien plus rapidement en danger que de perdre sur le fil. Bien sûr que le scénario, il est cruel, mais sur la physionomie de la rencontre, il n'y a pas grand-chose à dire. L'équipe est malade, a déclaré Alain Roche à la fin du match. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas nous qui le disons, c'est le directeur sportif. Bon, c'est vrai qu'il suffit de constater les résultats, de constater la déliquescence du jeu bordelais. Depuis la défaite à Lyon, on a l'impression qu'il y a eu une rupture avec ce but venu d'ailleurs de Léo Dubois dans les arrêts de jeu. On a l'impression que ça a cassé le moral bordelais. Il y a eu la blessure évidemment d'Otavio qui a été très préjudiciable parce que c'est le joueur qui équilibre, notamment défensivement. Et là, on se rend compte que l'équipe est très friable, c'est-à-dire dès qu'elle perd le ballon, c'est quasiment une occasion de but de l'autre côté du terrain. Donc c'est ça le problème. Trop de lacunes. Technique, tactique, c'est pas nouveau. Oui, vous l'avez dit suffisamment sur ce plateau depuis le début de la saison, Christophe? Les deux, mais aussi beaucoup de caractère. Ça manque de caractère, ni plus ni moins. C'est d'ailleurs l'occasion, parce que joueur de caractère, ça me fait penser à François Grenet. Ce type de joueur nous manque. Et pourquoi je parle de François? Parce que vendredi dernier, j'ai assisté, comme beaucoup, aux obsèques de Jean Grenet, son papa, qui a été député maire de Bayonne pendant plus de 20 ans, et qui a été un formidable, même s'il est rugby dans l'âme, bien sûr, mais il a été un formidable supporter des Girondins de Bordeaux. Et François, son fils, joueur des Girondins, évidemment aussi. Complètement. Donc ça manque de petite pensée à Jean. Oui, bien évidemment. Donc ça manque de caractère à Bordeaux, c'est pas nouveau, mais ça manque de caractère. Ça manque de beaucoup de choses, de talent, d'intelligence dans le jeu, de caractère. Franchement, ça fait beaucoup, mais nous ne pouvons pas être surpris. Depuis le début de la saison, on redit émission après émission que Bordeaux terminera entre la 8e, si ça veut sourire, et la 14e. On est en plein dedans. Avec Jean-Luc Gasset, toujours comme entraîneur ou pas? Cette année? Oh, oui, je pense que oui. Je serais surpris qu'il ne finisse pas la saison. À moins qu'il jette l'éponge, ça m'étonnerait. C'est pas le style non plus de la maison. Dans ce genre de série négative, on peut. Je suis pas sûr qu'un changement d'entraîneur règle les problèmes là. Enfin, en l'état actuel de la saison. Non, j'y crois pas une seconde. Jean-Louis est là, il est bien là avec son adjoint Ghislain. Ils font du bon boulot. Alors certains choix peuvent être contestables et contestés, bien entendu. Mais bon, il y a, je ne sais plus qui le disait, mais il y avait 60 millions de sélectionneurs, il y a aussi 60 millions d'entraîneurs. Donc la tâche est difficile. J'ai envie de dire que si tu n'as pas les munitions pour partir à la chasse, c'est compliqué de ne pas revenir bredouille. Est-ce que... C'est pas facile à enchaîner après. Proverbe landais. Proverbe de mi-misant. Est-ce que Bordeaux est en danger ou pas? 8 points d'avance sur le 18e. Actuellement, c'est Nîmes, barragiste,
contre une équipe de Ligue 2? Est-ce que ça suffit pour Bordeaux ou pas? Mais je pense que le danger, ça serait de dire que ça suffit. Déjà, se dire ça y est, il n'y aura pas de souci parce que vous rappeliez la série en cours, voilà, il manque 3-4 victoires pour... Bordeaux a 32 points. Il manque 9-10 points. 32 points, donc il manque au moins 9 points. Donc il faut... Et là, il n'y a rien qui sera facile pour Bordeaux cette année. On l'a vu contre Metz, on l'a vu à Nîmes. Les derniers matchs le montrent que Bordeaux n'a plus de marge de manœuvre. On n'en avait pas beaucoup déjà, mais là encore moins. Et comme chaque année, les équipes de bas de tableau commencent aussi à se relancer parce que la fin arrive. On voit Nîmes qui se relance, on voit Strasbourg qui revient aussi. Enfin, il y a Nantes petit à petit. Donc, bon, voilà, je pense qu'il faut faire très attention parce que aller chercher le maintien dans les 2 ou 3 derniers matchs, je ne sens pas cette équipe avoir le caractère pour ça. Christophe, est-ce que Bordeaux peut réaliser l'exploit demain soir contre le PSG, qui a l'air décidé à se consacrer quand même au championnat, aussi à vouloir tout gagner d'ici la fin de la saison? Paris qui veut conserver son titre de champion. Est-ce que Bordeaux peut faire l'exploit demain soir? Même sans Mbappé, sans Neymar et peut-être d'autres joueurs parisiens qui ne seront pas là. Fred, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'émission du rire, du sourire. Non, attention, parce qu'on peut vous ressortir ça la semaine prochaine. C'est vrai. Mais attention, c'est l'avantage de la télé, on garde. Vous me le dites à chaque fois, mais jamais vous avez été en mesure de vous prendre en défaut. Exactement. Non, c'est compliqué, bien sûr. Parce que même si tu joues sans ces têtes de série, ces têtes de gondole, tu as un effectif parisien qui est très au-dessus, bien entendu. Après, c'est pas sur ce type de match que tu vas obtenir ton maintien. Et je souscris à 100% à ce que Fred dit. Attention. Ne soyons pas plus alarmistes qu'il ne faut l'être, mais prudence, parce que les dynamiques, quand elles sont positives, elles le sont, mais quand elles sont négatives, elles le sont également. Et c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une dynamique négative que le contraire. Alors Bordeaux qui recevra Paris ce mercredi, qui ira à Dijon et à Montpellier en suivant, avant de terminer le mois de mars par la réception de Strasbourg. On va rester avec les Girondins pour le deuxième thème de cette émission. Il n'y a pas que les Girondins en Nouvelle-Aquitaine, on sait, mais l'actu des Girondins est quand même assez importante et ça concerne un petit peu partout les supporters de la région. Le deuxième thème est consacré à l'impact, s'il y en a un, du coup de gueule, parce qu'il faut appeler ça comme ça, du capitaine Laurent Koscielny la semaine dernière, juste avant le match de Metz, qui fustigeait l'état d'esprit des joueurs, alors sans les nommer évidemment, mais il a quand même ciblé notamment les joueurs en fin de contrat. D'abord sur la forme, messieurs, est-ce que vous pensez qu'il a bien fait ? Disons que c'est surprenant, c'est inhabituel. Moi, je n'ai pas souvenir à Bordeaux d'un tel coup de gueule d'un joueur, enfin en public en tout cas. Donc c'est très surprenant, d'autant plus que Laurent Koscielny n'est pas réputé pour un caractère volcanique, on va dire, même s'il est peut-être un peu impulsif. Oui, je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il sentait qu'il fallait secouer les choses. Bon, apparemment, il a quand même prévenu un petit peu à l'avance certains joueurs qu'il allait le faire. Mais c'est à double tranchant, c'est l'arme atomique, quoi. On peut appuyer sur le bouton qu'une fois. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Et on sent qu'il y a un vestiaire vraiment qui est coupé en deux entre ceux qui essaient de sauver la patrie et les autres qui se disent on veut plus de nous, on voulait plus de nous. Donc, de toute façon, moi, on n'a plus d'avenir ici. Toujours en fin de contrat. En fin de contrat, donc et à qui Bordeaux ne propose rien. Voilà, donc après tout, qui peuvent légitimement se sentir hors sujet. Est-ce que le risque, c'est pas une fracture supplémentaire? En tout cas, en termes de résultats, le coup de gueule de Koscielny n'a pas servi à grand-chose contre Metz, même si en termes d'état d'esprit, on a vu du mieux par rapport à Nîmes. Est-ce que le risque, c'est pas que ça dégénère encore plus avec ce genre de déclaration? J'en ai peur. Autant on peut rejoindre le capitaine, mais sur le timing, je trouve que tu peux pas faire plus mal. C'est pas le moment de tenir ce genre de propos. Non pas parce que ce qu'il dit est faux, une nouvelle fois. On parle de mauvaise ambiance dans le vestiaire, quand même. Bien sûr, mais il y a un moment donné, il y a un vieil adage dans le football, c'est le linge sale se lave en famille. Demi-misant ou pas? Non, pas demi-misant. Non, c'est national. Non, mais c'est vrai, il y a des choses... Qui est visé? Alors, les joueurs à fin de contrat, est-ce qu'Hatem Ben Arfa est visé aussi par les propos de Laurent Koscielny? Mais il y avait eu, il y a une explication après Marseille. Mais dans le vestiaire là, du coup, là c'était plutôt en famille. Mais effectivement, Hatem Ben Arfa a un peu cristallisé les problèmes à un moment, excès d'individualisme, etc. Mais je pense que Bordeaux aura besoin d'Hatem Ben Arfa pour s'en sortir quand même. Donc, plutôt que, comme disait Christophe, plutôt que de stigmatiser, de diviser,
faut essayer de réunir. Après, en tant que journaliste, je trouve très bien que sa sortie, c'est très bien. Mais je ne vais pas lui reprocher d'avoir dit franchement ce qu'il avait à dire. Mais effectivement, dans la psychologie du vestiaire, c'est, comme je le disais, c'est tout ou rien, quoi. Et si c'est un coup dans l'eau, après, il ne va pas le refaire une fois ou deux fois, c'est fini, il ne peut le faire qu'une fois. Moi, je connais bien Hatem. Comme je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, je l'ai connu pendant ces années marseillaises. J'ai passé et partagé beaucoup de moments avec lui. Donc, je pense pouvoir aujourd'hui dire ce que je vais dire. C'est que Hatem, si tu le prends de front, tu n'en obtiendras absolument rien. Le garçon va se refermer sur lui-même. Il va faire sa tête de caboche et t'en tireras rien une nouvelle fois. Alors que si tu essayes de le prendre par les sentiments, c'est un garçon qui peut comprendre beaucoup de choses. Alors, si réellement Laurent Koscielny visait notamment Hatem Ben Arfa, quelque chose doit nous échapper. Parce que Laurent Koscielny est aussi quelqu'un d'expérimenté, d'intelligent, qui sait ce que parler veut dire. Il y a quelque chose qui nous échappe, parce que comme ça, analyser cette attaque de Laurent Koscielny à l'égard de certains, et plus particulièrement d'Hatem Ben Arfa, ça me semble pour le moins inapproprié. Inapproprié, en tout cas la sortie de Laurent Koscielny, si jamais elle visait, entre autres, Hatem Ben Arfa. La semaine dernière, on verra si en termes d'état d'esprit, demain soir face à Paris, Bordeaux se surpasse un peu. On va rester avec les Girondins pour parler des ultras, des supporters qui sont revenus, alors non pas dans le stade, ils n'ont toujours pas le droit, match à huis clos et Covid oblige, mais ils étaient 300 à peu près devant le stade samedi dernier pour soutenir l'équipe et aussi pour réclamer la démission de Frédéric Longuepée, le vieux combat des ultras bordelais. Alors, est-ce qu'ils vont être entendus à terme, comme à Marseille par exemple, où Jean-Jacques Ayrault, le président, est parti, a été remplacé? À Bordeaux, la différence quand même avec Marseille, c'est que les actions des ultras sont pacifiques et non violentes. Il faut quand même le souligner. Oui, c'est quand même une grande différence. Ils ne sont pas rentrés dans le stade pour tout casser ou au centre d'entraînement du Hayan. Ils ont toujours respecté ça. Ils sont dans leur rôle, c'est-à-dire qu'ils sont très attachés au club. Ils voient ce qui se passe, comme tout le monde, mais eux, ils le vivent encore plus difficilement parce qu'ils sont passionnés. Donc voilà, et après, c'est vrai on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas prévenu. Ça fait des mois qu'ils dénoncent certaines choses. Après, qu'ils soient entendus, eux, spécifiquement, je ne sais pas, ça peut participer d'une ambiance et ça peut être la goutte d'eau qui peut faire dire aux propriétaires du club King Street qu'il faut changer. Mais moi, je pense que la gouvernance du propriétaire est très, très lointaine, géographiquement. Très new-yorkaise. Voilà, et pas que géographiquement. Donc je pense qu'il faudrait vraiment... s'il y a un changement de gouvernance, ça serait pour d'autres raisons. Même si, effectivement, en termes d'image, ça peut compter aussi. Christophe, qu'en pensez-vous? Compliqué, c'est un dossier polémique, déjà, parce que quel que soit le discours que l'on va tenir, et qui dure. Maintenant... Là aussi, ça ne concourt pas à ce que l'équipe puisse évoluer avec sérénité. Alors, quels sont les coupables, quels sont les fautifs? Là aussi, c'est très compliqué. Attention, c'est pas dans mes habitudes que de dégager en touche. Mais il est difficile pour moi aujourd'hui de dire... si ce n'est, et Frédéric a complètement raison de le préciser, c'est qu'on a quand même affaire, en ce qui concerne, entre autres, le porte-parole ou les porte-paroles des supporters bordelais à des gens intelligents. Voilà, parce qu'ils ne sont pas tombés dans la violence, comme ça a pu être le cas à Marseille, et ça, il faut les féliciter. Est-ce qu'on peut diriger un club en étant en conflit ouvert permanent contre ses fans les plus fidèles? Non, sur la durée, je pense que pas sur 2 mois, mais sur un an, 2 ans. C'est quand même très compliqué. Est-ce que c'est possible de jamais, ou en tout cas de dialoguer? Les dirigeants bordelais ont voulu dialoguer, les ultras ont dit non tant que certaines personnes étaient là. Ben, c'est très compliqué. On n'est pas à Marseille, c'est moins passionné, c'est moins violent, etc. Mais je pense que à un moment donné, il va falloir quand même que les relations se normalisent. Parce que les supporters, on espère, vont revenir dans le stade. Et pour l'équipe, même si samedi, ils ont quand même soutenu l'équipe, ils n'ont pas... Voilà, même s'ils étaient à l'extérieur, ils ont quand même soutenu l'équipe. Mais effectivement, sur le long terme, il faut quand même réussir à
réussir à se parler. Malheureusement, là, on a un point depuis de nombreuses semaines, voire de longs mois. Ouais. On est dans un dialogue de sourds, c'est-à-dire que tant qu'il y aura Frédéric Longuepée à la tête du club, les supporters ne discuteront pas. Donc après, moi, je comprends aussi le propriétaire du club qui dit, bon, c'est moi qui décide, et si j'estime que Frédéric Longuepée est l'homme de la situation, donc je le laisse. Donc c'est ça qui est très compliqué. On est on a 2 blocs et qui fait 2 montagnes qui se rejoignent pas, quoi. Pour terminer cette émission, messieurs, évoquons la D1 féminine de retour après 3 semaines d'absence, je pense, sauf erreur de ma part, pour cause de matchs internationaux. Bordeaux a balayé le Havre, 6-0. Vous avez suivi ce match, Christophe, je le sais, notamment pour un intérêt professionnel. Soyo-Angoulême a perdu de peu face à Lyon. Alors ma question est peut-être un peu idiote. J'allais vous dire, est-ce que cette D1 féminine n'est pas un peu trop déséquilibrée? Paris-Lyon devant, Bordeaux derrière, et encore après Bordeaux, d'autres équipes. Bon, c'est un peu le problème de la D1 féminine depuis des années. Même si le championnat est intéressant. C'est très hétérogène. Alors il y a quand même, on peut noter quand même que Lyon ne domine plus comme avant, puisque Paris est en tête. Que Bordeaux commence, même si Bordeaux est un peu plus loin, mais commence gentiment à se mêler à la lutte. Montpellier un peu en retrait. Il y a des équipes qui montent un peu, je crois qu'il y a Dijon qui commence à monter. Mais c'est vrai que le problème de la D1, c'est qu'il y a trop d'écart entre la tête et la queue du classement. Même si, voilà, donc mais la D1 féminine, elle est jeune encore, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire professionnelle. Elle est très jeune, donc il faut lui laisser le temps à des équipes de se structurer. Il y a quand même Christophe le sait mieux que moi, mais il y a une professionnalisation des clubs, notamment qui sont adossés à des clubs pro masculins. Donc voilà, je pense elle est trop déséquilibrée, mais elle est quand même moins qu'avant. Mais elle est sur le bon chemin. Elle est sur le bon chemin, comme Fred vient de le dire. Il y a quelques années, il y avait Lyon. Mais que Lyon. Ensuite, il y a eu Paris. Donc après, il y a eu Paris et Lyon. Et aujourd'hui, il y a Bordeaux et on doit saluer le travail du club des Girondins de Bordeaux et plus particulièrement celui d'Ulrich. Rendons à César ce qui lui appartient. Ulrich Ramé. Ulrich Ramé, qui a fait du super boulot depuis quelques années avec cette équipe girondine. Maintenant, l'objectif des Girondins de Bordeaux, c'est de participer la saison prochaine, puisque la 3e place est qualificative pour la Ligue des Champions, c'est de participer à cette Ligue des Champions. Donc, on va y trouver, nous aussi, notre compte en tant qu'amateurs de ballon, parce qu'on va avoir des belles équipes dans le cadre de cette Ligue des Champions. Et puis, demain, Montpellier va revenir, parce qu'il n'y a pas 3 équipes dans cette D1. Il y en a 4-5. Il faut lui laisser du temps, comme vient de nous le dire Frédéric avec à propos. Oui. On aurait pu faire le reproche aussi à la Ligue 1, quand Paris écrasait tout. Voilà. C'est pas pour ça que le championnat était moins intéressant. Soyo-Angoulême, qui a perdu de peu face à Lyon, qui donc me fait mentir quand je dis que c'était trop déséquilibré, qui a perdu 2-0, même si les Lyonnaises étaient peut-être en préparation de Ligue des Champions. Soyo-Angoulême qui est toujours là quand même tous les ans. Oui, là c'est un peu difficile cette Bastion année. Bastion historique du foot féminin. Parce qu'ils sont avant-dernière, si je ne me trompe pas. C'est un peu difficile, il y a des problèmes financiers notamment, donc qui font que si on regarde un peu plus largement, c'est un modèle qui devient difficile. Soyo, qui était vraiment amateur. Qui n'est pas adossé à un club pro. Voilà, c'est un des derniers clubs de la D1 féminine qui n'est pas adossé à un club pro. Qui avait une structure quand même associative, avec un savoir-faire évident, mais au moment qui touche ses limites, et voilà, on y arrive. Donc elles s'accrochent, elles essayent, mais plus ça va aller, plus ça va être difficile de rester au niveau, parce que les autres clubs commencent à investir, quoi, vraiment. Ouais, non, mais c'est clair. C'est l'action forcément par l'argent et les budgets, forcément. Bien entendu, à l'instar de ce qui se passe dans le football masculin. Maintenant, le football féminin, je trouve qu'il est, alors bien sûr au niveau du spectacle, du niveau, mais aussi au niveau de son environnement. Je trouve qu'il y a vraiment au niveau de son organisation. Et ça joue bien au foot aussi. Oui, complètement. C'est un autre football, mais c'est un football. Moi, j'ai toujours été, il y a encore quelques années, j'étais le premier à dire c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, bien évidemment. Est-ce qu'on compare le basket masculin avec le basket féminin ? Tu peux aussi prendre du plaisir en regardant du football féminin. Et vous avez tout dit ? On souhaite... Non, D'accord. Non, mais c'est tout, c'était tout. Et on souhaite plein de bonnes choses aux équipes féminines de D1 de la région de Nouvelle-Aquitaine, Soyo-Angoulême, qui se bat pour son maintien, et les Girondins de Bordeaux, les Girondines, qui sont actuellement 3e et qualifiés pour l'instant pour la prochaine Ligue des Champions. Ça fera du bien au club bordelais. Et puis aussi, il y a pas mal d'équipes de la région en 2e division et chez les jeunes, et qui se forment et se structurent. On salue donc en Nouvelle-Aquitaine, encore une fois, le travail des clubs de football féminin. Merci beaucoup, Christophe Hutto, Frédéric Larry, d'être venu sur le plateau ce mardi soir. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, à très vite. Belle soirée à vous.